Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec la langue saison 2. Tous les mois, dans le studio souterrain de la librairie Violette & Co, je reçois une personne qui pratique une forme d'écriture queer. Ensemble, nous discutons de ce que sa langue permet de politique, de ce qu'elle crée comme espace libérateur, de ce qu'elle invente et de ce qu'elle nous fait ressentir. Choisir ses mots et affûter son langage pour dissoudre la norme et inventer d'autres vies, nous allons explorer tout ce qu'on peut faire avec la langue. Et aujourd'hui, je reçois l'autrice de BD Elsa Clé, qui vient de sortir aux éditions Cambourakis, le premier tome de sa série Elsa and the Haters. Bienvenue Elsa dans le Palais, la cavité buccale et radiophonique d'exploration des langues queer. Merci beaucoup Camille de m'accueillir dans ce magnifique studio buccal et bucolique. C'est trop bien buccal et bucolique, j'adore. Tu vois, le studio est tout neuf. On a bien travaillé avec l'ensemble des libraires de Violette & Co, ainsi que Maram Kane, la chargée de projet de l'association, Léna Salabert-Triby, qui s'occupe de la partie graphisme du podcast, Oriane Prudhomme, qui nous a aidé à fabriquer cette table langue, Teresa Suarez aux lumières, Lorraine de la Crompe au test son, Caroline Chauvelot, qui était là dès le début, avec sa vision artistique primordiale, Eva Sinanian, qui est toujours d'un soutien inestimable, et la Ligue, qui est la fondation qui aide financièrement les lesbiennes d'intérêt général. Merci encore à toutes ces personnes qui, par leur amour, leur confiance et leur talent, ont rendu possible cette deuxième saison. Si je cite toutes ces personnes dès le début de ce podcast, ça n'est pas anodin. Elsa, tu m'as dit qu'Elsa and the Haters était née d'une envie de faire une déclaration d'amour à tes amis. C'est bien ça ? Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu as rencontré ces amis ? Donc c'est un groupe dans le premier épisode de 5 amis, moi inclus, que je connais de divers horizons. Donc il y a des amis qui sont des amis de longue date que je connais depuis le lycée, d'autres que j'ai rencontrés au début de ma vingtaine, d'autres que j'ai rencontrés un peu plus tard quand j'ai emménagé à Berlin. Et je pense que ce qui les lie un peu tous, c'est que c'est tous des amis avec qui on partageait un peu cette rage féministe. Aussi, je pense qui est généré par cette identité queer qui peut-être renforce un peu cette situation d'être peut-être un peu hors norme et donc du coup d'être encore plus en colère que certaines personnes. Et comme on partageait ça, ça a commencé où je voulais faire juste la bande dessinée avec le personnage de Garbo. Et ensuite, j'ai rajouté Bru parce qu'on partageait le même studio à l'époque et que c'était aussi une de mes meilleures copines. Et quand j'ai dit à Bru que j'allais faire une bande dessinée avec elle et Garbo dedans, elle m'a dit « Tu ne peux pas ne pas mettre Neylan, qui était notre amie commune et qui est mon amie du lycée. » Et ensuite, j'ai aussi rajouté Maria. Et au fur et à mesure des épisodes, on va voir que le groupe d'amis va s'agrandir. Parce que c'est ce qui se passe dans la vie. Normalement, les groupes d'amis s'agrandissent et on fait plein de nouvelles rencontres. Quand tu parles de studio, tu parles d'un studio où vous créez, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'était un atelier. Un atelier. Donc, parmi tes amis, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont une pratique artistique ? Oui, quelques-unes, mais c'est pas forcément ce qui vont les lier ensemble. Ce qui vont les lier, c'est vraiment notre amitié et aussi ce rapport au monde assez vénère. Ok. Alors, pour résumer l'histoire de cette saga, qui va sortir en plusieurs fois. Est-ce que tu as déjà les dates des sorties des prochains tomes ? Oui, plus ou moins. Je sais que le second tome, il sortira le 1er avril 2026. Ok. Et le troisième tome, il sortira soit pour septembre, soit au courant de l'été.
Et ça va être comme ça, tous les 4 mois, il y aura un nouveau tome qui va sortir jusqu'à l'intégrale qui sortira normalement pour la rentrée littéraire de 2027. Ah, il y aura aussi du coup une version compilée. Exactement. Ah, mais c'est génial. Alors, donc, on suit un groupe d'amis. Elsa, Brugge, Garbo, Maria et Neylan, les Haters, qui seront rejointes plus tard par Annie, Amina, Clara, Mélie, et même un impressionnant nombre d'agentes dormantes, à un moment. Les Haters vivent ensemble, retranchés dans un petit village provençal, dans une maison du planning familial, apparemment hors d'usage, au sous-sol de laquelle on découvre un étrange laboratoire secret. Les 5 amis, féministes, queer et badass, aux personnalités et aptitudes complémentaires, échafaudent des stratégies pour renverser le régime patriarcal et raciste. Révolution qui ne fera pas l'économie du gore, de l'horreur et de la mort. Mais avant de parler des expérimentations monstrueuses et tentatives biologico-explosives de la bande, j'aimerais qu'on se concentre sur leur amitié. D'abord, est-ce que tu pourrais nous raconter quel a été ton processus pour transformer tes amis du monde réel en personnages de BD ? Et aussi peut-être nous dire s'il y a moyen de rejoindre le casting ? Oui, je sais que Camille, tu m'avais déjà demandé de rejoindre la BD et ne t'inquiète pas, c'est prévu dans le dernier tome. Oh, j'ai trop de chance, trop bien. Alors donc cette bande dessinée, c'est de l'autofiction et c'est très très inspiré de mes relations avec mes amis. Et j'ai vraiment essayé de prendre la manière dont elle parlait. Aussi, quand je faisais la BD, je me disais, que ferait Garbo dans cette situation ? Que ferait Neylan dans cette situation ? Et elle m'inspire de manière assez directe. Et pour moi, c'était assez naturel de les transformer en personnages de fiction. Après, je sais pas, il faudrait leur demander si elles ont l'impression que c'est fidèle à leur personnalité. Mais c'était juste un moyen de transvaser un peu mes fantasmes révolutionnaires, mais avec les amis qui m'entourent. Donc j'ai vraiment imaginé comment elles allaient réagir pour telle ou telle situation. Et il y a beaucoup de scènes de la BD qui sont aussi le résultat de discussions que j'ai eues avec des amis. Ok. Et je pense aussi je l'espère, ce qui permet aussi un peu une authenticité au niveau des dialogues. Quand on fait de l'autofiction, on n'est pas obligé de forcément tout inventer. Et je pense que ça peut aussi empêcher de tomber dans certains stéréotypes. Parce que le monde réel peut échapper aux stéréotypes. Et donc, par exemple, on va se dire, je sais pas, ce personnage qui est, par exemple, qui pourrait être la personnage un peu de butch, un peu énervé, va réagir de cette manière ou de cette manière. Mais en fait, dans la vraie vie, quand c'est nos amis, on voit bien que ça échappe à ce genre de clichés. Et j'espère que ça permet d'avoir des personnalités plus fines et plus complexes. Ok. J'ai l'impression que le besoin de faire une déclaration d'amour, ça naît un peu de 2 sentiments mêlés. D'une part, l'admiration et la gratitude de partager sa vie avec des personnes qu'on trouve incroyables, mais peut-être aussi de la peur de les perdre. En tout cas, à plusieurs moments, on voit le personnage d'Elsa s'inquiéter du danger qu'elle pourrait encourir. Est-ce que tu pourrais me parler de cette angoisse qui rôde ? Est-ce qu'elle aussi, elle vient du monde réel ? Je pense, oui, qu'elle peut aussi venir du monde réel, que dans notre société très hétéronormée, il y a des contrats qui existent pour faire famille et pour faire communauté. Par exemple, le contrat du mariage ou le fait de faire des enfants. On sait qu'on sera toujours lié à la personne avec qui on a fait les enfants. Les liens familiaux, si on brise les liens familiaux, c'est un événement que les gens de l'extérieur vont considérer de très très grave. Et en fait, les amitiés échappent à toute cette dimension contractuelle des relations. Et ce qui est génial, puisque ça permet de toujours réinventer les liens, d'avoir vraiment une grande liberté dans ce qu'on veut créer avec nos amitiés, donc que ce soit au niveau de l'intime ou aussi au niveau de ce que j'essaie de montrer dans la BD, de la lutte politique. Mais je pense que l'envers de la médaille, c'est que comme il n'y a pas de contrat et que c'est complètement libre, ce qui nous lie, c'est vraiment juste l'amour ou des valeurs communes, mais c'est pas quelque chose... c'est pas contractuel. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi un peu cette angoisse de mais les liens peuvent s'amenuiser ou un peu disparaître. Finalement, tout ce qui nous retient, c'est l'amour qu'on a pour tout un chacun, ce qui est énorme, mais aussi assez abstrait finalement. Ce qui peut faire sentir une certaine forme de vulnérabilité. Exactement, ouais. Je pense à cet exemple dans Good Allies, donc qui est un tome futur qui est pas encore sorti, mais qui va sortir. Il y a une scène où Clara va à la rencontre des dudes qui ont racheté le Liberty Café
pour en faire, je cite, « une sorte de world canteen avec des espaces communs, genre atelier, petit coin tatou, studio d'enregistrement. » Juste avant, on les voyait, les dudes, se congratuler sur une recette de pâtes italiennes. Le secret, en fait, c'est quand t'égouttes les pâtes, tu rajoutes un filet d'huile d'olive. À un moment, le mec touche à peine les cheveux de Clara. J'adore tes cheveux. On la voit qui frise, les yeux écarquillés. Moi, je l'ai perçu comme un signe possible d'un symptôme de stress post-traumatique, le fait de friser comme ça. Et ni une ni deux, ses amis réagissent et le gars se prend une bastos en pleine tronche. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un niveau d'alerte et de vigilance qui est sans cesse au max dans ta BD. Est-ce que c'est ça aussi que tu as voulu traiter, l'idée de vivre et de faire amitié un peu sous PTSD? Alors, je sais pas si sous PTSD, c'est le terme, mais en fait, ce que je voulais surtout... Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ce que je voulais aussi montrer, c'était mettre en scène ce grand ras-le-bol qui est dans cette scène de, par exemple, nous toucher sans notre consentement. Mais c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. Enfin, pas le fait d'être touché, mais ce ras-le-bol. Et que je pense partager avec d'autres personnes qui est, en fait, on en a marre que... On nous sexualise, on nous coupe la parole, on nous fasse des remarques pas appropriées. Dans cette scène, par exemple, on nous touche les cheveux. Et ce ras-le-bol face à ces situations, je voulais mettre en scène une riposte violente pour vraiment montrer que ça suffit, on en a marre. Et j'ai l'impression, en grandissant ou en vieillissant, que même si on l'exprime, en fait, ça s'arrête pas. En fait, aujourd'hui encore, il y a des mecs qui vont me couper la parole quand j'essaye de débattre ou de argumenter pour me faire un commentaire sur mon rouge à lèvres ou sur mes boucles d'oreilles. Et en fait, vraiment, dans cette scène, il y a pas mal d'humour parce que c'est aussi un peu grotesque de direct mettre une balle dans la tête de quelqu'un qui nous touche les cheveux. Mais en fait, désolée, je le pense vraiment. Ouais, ok. Bah, c'est vrai que peut-être que ça calmerait certains comportements de savoir que tu le penses vraiment et que beaucoup de personnes le pensent vraiment, quoi. Il y a Virginie Despentes qui parle un peu de le concept que la peur doit changer de camp. Elle en parle pas mal dans King Kong Theory, où je sais plus ces termes exacts, mais il y a quelque chose de comme si chaque mec qui aurait violé ou qui serait surpris en train d'avoir l'intention de violer, on lui coupait les couilles. Peut-être que là, la peur changerait de camp et peut-être qu'il y aurait moins de viols. Et c'est quelque chose qu'on peut trouver d'un peu primaire comme réaction. Mais j'y crois beaucoup, en vrai. Every woman under attack has the right to defend herself. And in situations where we are constant victims of brutality, we must take on the whole armor and defend ourselves. And at this time, we must fight back
when and ever we are unjustly attacked. Freedom, you talk about freedom, it's yours, it's right here, and it's your right. They may label you, try to classify you, and even call you a crazy bitch, but don't flinch, just let them. See, continue, just as Adelaide Norris, exercise your rights, and your freedom is yours. It's right here. Black women such as Adelaide Norris may in your community be amongst that minority and be insignificant to many, but just like the fuse that ignites the whole bomb, we are important. Black women, be ready. White women, get ready. Red women, stay ready, for this is our time, and all must realize it. La chanson qu'on a écoutée, c'est une création que vous avez faite avec les Haters, c'est ça ? Exactement, c'est donc moi qui ai écrit les paroles, Clara Mohammadi et son amie Til qui ont produit la musique, et c'est Clara qui chante et Mélanie Sienlim, mon amie Mélie dans la BD qui l'accompagne. Vous l'avez faite exprès pour annoncer Elsa and the Haters ? C'est ça, on l'a fait pour la release du tome 3, où on a aussi réalisé une vidéoclip où à la caméra et à la réalisation c'était Sarah Dutch, aussi une de mes amies. Et on a fait la BO de ce clip qui est cette chanson. Et ce qu'on a ensuite écouté, c'est un extrait du film de 1983, Born in Flames, de Lizzie Borden, un docu-fiction qui suit plusieurs groupes d'activistes dans un New York au bord de l'explosion, alliant leurs forces suite à l'appel de l'armée des femmes pour occuper les ondes à coups de radio pirate et remplacer le discours médiatique dominé par l'hypocrisie sociale, la norme hétérosexuelle traditionnelle et le féminisme blanc. À renfort de speech empouvoirants, de chansons punk et d'actions directes, elle nous invite à nous libérer et à inventer nos propres règles du jeu. Dans ta BD, tu laisses plein d'indices d'œuvres références, parfois sous forme de déclarations d'amour, encore une déclaration d'amour, comme ce I Love Bechdel sur la grille du café Liberty, ou dans les étagères du repère des Haters, qui sont remplis d'ouvrages queer et féministes. Alors pourquoi c'est important d'écrire leur nom comme ça, noir sur blanc, tout au long de ta BD ? C'est important d'écrire le nom de toutes ces femmes penseuses qui ont jalonné l'histoire du féministe pour aussi faire exister cette histoire. Parce que bien sûr, maintenant, c'est pas une histoire tellement underground que ça, mais je pense qu'elle manque toujours de visibilité, qu'elle gagnerait à être plus connue. Et c'est aussi pour montrer qu'en faisant cette BD ou que les idées que j'ai, je me suis pas réveillée un matin avec ça et que j'essaye aussi de m'inscrire dans cette tradition de féministe et aussi d'un certain féminisme, bien sûr, d'un féminisme queer et intersectionnel. Oui, il y a cette idée de fémage aussi. Exactement. Et quelque part, est-ce qu'on peut dire que tous ces noms d'autrices ou d'auteurisses, c'est comme aussi une version augmentée de ton groupe d'amis ? Enfin, il y a ce côté amitié aussi, penser en amitié avec toutes ces penseuses ? Oui, complètement. Parce que je pense que quand on découvre une œuvre avec laquelle on résonne et qui nous bouleverse, ça peut être un peu galvaudé de dire ça, mais c'est vraiment une rencontre qui peut être une rencontre aussi importante qu'une rencontre avec une amie. Je pense que pour moi, la bande dessinée qui a été comme ça le plus grand choc, ça a été Dice to Watch Out For de Alison Bechdel, où quand j'ai vu qu'une autrice de BD avait passé 25 ans à faire des comic strips inspirés de son groupe d'amis qui évolue à travers le temps, qui est aussi très en lien avec les politiques des États-Unis qui leur étaient contemporaines et qui montre à la fois comment la communauté lesbienne queer va évoluer pendant ce temps, comment les politiques évoluent et comment les personnages, leur biographie va changer. J'ai trouvé ça vraiment génial et je m'en suis vraiment inspirée pour ma bande dessinée. Bah justement, on va parler un peu du monde de la BD. Comme tu flexes entre réel et fiction, j'aimerais qu'on fasse un petit détour du coup par le monde réel de la BD. L'année dernière, avec un ouvrage collectif, Fanatic Female Frustration, vous avez gagné le Fauve de la BD alternative au Festival international de la BD d'Angoulême. Est-ce que tu peux me parler spécifiquement de cet ouvrage ? Fanatic Female Frustration, c'est un projet dont on est à l'initiative avec Lucie Lourvois et Morgane Sommeville. Et c'était en novembre 2022, après le décès de Aline Kominsky-Crumb, qui était une autrice de BD qu'on adore et qui est aussi l'une des pionnières de l'autobiographie en BD, et cela tout genre confondu.
Bref, quand elle est décédée, il n'y a pas eu de vrai fémage qui lui a été rendu. Dans ses nécrologies, elle était souvent décrite avant tout comme la femme et la muse de Robert Crumb. Il me semble que c'est dans le Spiegel en Allemagne, une de ses nécrologies qui parlait, avant de parler de sa carrière artistique, de ses préférences sexuelles. Enfin, on a trouvé ça vraiment affligeant. Et on a voulu lui rendre un hommage, donc avec mes deux comparses. On a contacté des autrices de BD qui aimaient son travail, qui l'avaient lu et qui avaient aussi envie de faire une bande dessinée, soit pour lui rendre une citation directe en la mettant elle-même en scène, ou soit en faisant une BD autobiographique de meuf, puisque c'est elle qui était aussi à l'origine de ce genre. Et Aline Cominsky-Crumb, c'était aussi une éditrice. Elle a fait partie des Women's Comics. Elle était éditrice des Twist Sisters. Ensuite, elle a été éditrice de Weirdo. Donc, en plus de son travail d'autrice qui a été négligé dans l'histoire de la BD, elle a aussi ce travail d'éditrice et elle a aussi beaucoup participé à mettre des autrices de BD ensemble, à faire entendre leur voix. Et on voulait aussi rendre hommage à ça. Et c'est pour ça qu'on a créé ce fanzine qui s'inscrit aussi directement dans cette lignée en rassemblant le travail de 12 autrices qui parlent de leur vie et de ce qui se passe dans leur vie de femme dans cette société. Quand vous êtes montée sur scène pour recevoir le prix, il me semble que vous aviez pris la parole vis-à-vis des problèmes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la BD. Plus particulièrement dans ce festival, et du manque global de représentation des œuvres des femmes et des minorités de genre. Est-ce que tu pourrais nous résumer ce qui s'est passé avec Angoulême, qui est quand même une sorte de révolution, et comment les autrices ont réussi collectivement à plier le game en faisant annuler l'événement numéro 1 de la BD en France pour réaliser un contre-festival inclusif, éthique, horizontal, engagé et durable dans une quinzaine de villes francophones en simultané, le fameux Girl Code. Oui, alors je vais essayer de parler du Girl Code, mais je m'excuse si je ne suis pas très précise, parce que comme c'est quelque chose qui se passe en ce moment même et qui a pas mal de branches, c'est compliqué de tout englober. Bien sûr. Mais pour parler un peu de l'origine de ce problème, c'était il y a 2 ans sur le festival, il y a une des employées du festival qui a été violée sur le festival, donc sur son lieu de travail. Et au moment où elle a porté plainte, donc quelques jours après les faits, elle a été licenciée sur le champ par le festival. Et c'était pas le festival en lui-même, mais c'était l'entreprise 9e Art Plus qui est employée par le festival pour organiser l'événement et qui a pour directeur Franck Boudou. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'était que le festival devait renouveler son contrat avec l'entreprise 9e Art Plus et qui aurait été un contrat de 10 ans pour qu'ils retravaillent ensemble. Et je pense que cette affaire de viol, elle a mis un peu le feu aux poudres, mais il y avait déjà plein de problèmes avant qui se passaient dans le festival. Par exemple, le fait que les autrices et les auteurs, mais bon, les autrices sont toujours les plus précaires, ont toujours été complètement négligées du festival. Par exemple, pas défrayées, pas payées par le festival, les prix ne sont pas dotés et qu'il y avait déjà des gros problèmes de sexisme sur le festival. On pense par exemple en 2016 où il a été dit qu'il n'y avait pas de femmes dans la sélection, selon les dires de Franck Boudou, il n'y a pas de femmes dans le milieu de la bande dessinée. Génial. Et pareil avec l'affaire Vives qui est un peu plus récente. Donc tout cela mis ensemble, ça a fait qu'il y a aussi eu cette volonté d'arrêter de travailler avec 9e Art Plus. Et donc là, tu fais référence au festival de l'an dernier, donc l'édition 2024, où grâce à Lucie Servin, qui était une journaliste de l'Humanité, elle a mis en avant cette affaire de viol qui jusqu'ici avait été méconnue puisque le procès n'avait pas encore eu lieu. Et après ça, il y a vraiment eu une mobilisation des autrices de BD. Donc là, au festival, sur la scène, on a demandé à 9e Art Plus et au festival de reprendre leurs responsabilités par rapport aux actes de VSS qui avaient lieu sur le festival et en général aussi le traitement des autrices. Et cette année, il me semble que c'était en octobre, quand on a su que le contrat avec 9e Art Plus était reconduit. Là, mais en fait, c'est pas possible, on veut plus participer à ce festival. Et donc, il y a eu le mouvement du Girl Code qui s'est mis en place, où il y a eu un groupe WhatsApp qui s'est créé en non-mixité avec uniquement des autrices de BD. Et là, il y a eu l'effet boule de neige, où des autrices ont dit qu'elles boycottaient le festival, comme on en parlait déjà depuis plusieurs mois. Et le boycott a pris une telle ampleur que au début, c'était surtout les éditeurs indépendants qui se sont positionnés en premier. Ensuite, ça a été les éditeurs plus importants.
Et finalement, ça a fait que le festival n'avait plus lieu d'être parce qu'il y avait trop de personnes qui le boycottaient. Et ce qui a aussi vraiment encouragé ce boycott, c'était l'annulation par Anouk Ricard, qui était le dernier Grand Prix de la bande dessinée. Donc, pour résumer, le Grand Prix de la bande dessinée a l'année d'après une très grande expo sur le festival, qui est vraiment l'exposition phare du festival. Et le fait que Anouk Ricard renonce à ça, c'est aussi encouragé toutes les autres autrices à boycotter. Et s'en est suivi du boycott plein de nouvelles branches d'organisation pour créer cette année des festivals dans beaucoup de villes. Donc, il y a à Marseille, Paris, Bruxelles, Strasbourg. Enfin, je ne peux pas tous les citer, il y en a vraiment... Il y en a une quinzaine, je crois. Exactement. Tous ces festivals vont avoir lieu. Et derrière, il y a une démarche de créer des festivals de bande dessinée qui seraient aussi plus éthiques, aussi, avec un positionnement féministe. Et maintenant, on va voir comment ça va se passer pour 2027, si on arrive vraiment à stopper le travail avec 9e Art Plus. Mais je pense que comme c'est parti, voilà. Ça, je sais pas si je peux m'avancer, mais... Ouais, mais du coup, vous avez vraiment fait une révolution. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui était en place depuis des années, qui était dysfonctionnel, et vous vous êtes organisé, vous avez tenu bon, vous avez aussi renoncé à des expositions qui allaient vous donner de la visibilité, etc. Oui. Enfin, quand je parle à Anouk Ricard, il me semble que vous aussi, du coup, avec Fanatic Female Frustration, vous alliez avoir une expo, non ? Non, on devait avoir un stand sur le IN, donc payé par le festival aussi avec Airspray. Mais je pense que ça, c'est vraiment pour nous, c'est presque pas un sacrifice, parce que de toute façon, on tient beaucoup au off avec l'association, notamment du Futur Off, même si ça aurait été super cool d'y aller, d'avoir plus de visibilité. Mais oui, il y a eu énormément de sacrifices des autrices. Par exemple, il y a aussi des autrices qui étaient sélectionnées pour les prix du festival. Ah bah oui, et du coup, la sélection n'a même pas été publiée. Ou il me semble seulement dans un article de journal Libération ou l'Humanité à vérifier. Mais donc oui, il y a vraiment des autrices qui ont fait des grands sacrifices. Mais c'est en espérant que toute l'industrie prenne des mesures pour que l'industrie de la BD soit un endroit plus fréquentable. Mais ouais. Mais du coup, c'est super fort, quoi. Et non seulement vous avez réussi à faire annuler le festival d'Angoulême tel qu'il était jusqu'à présent, mais vous avez aussi organisé des sortes de contre-festivals partout. Donc, c'est ça qui est aussi très beau, c'est que c'est pas juste un sacrifice et un truc un peu en mode on se retire et on s'enlève. C'est aussi, non, on prend notre courage de main et on fabrique quelque chose d'autre pour tout le monde, quoi. Donc, c'est vraiment magnifique. Bravo. C'est hyper inspirant. Ouais, je pense que c'était galvanisant et que là, ce qui est super avec les festivals, c'est que c'est organisé par les autrices de BD. Donc, c'est quelque chose dont on est complètement en charge de ce qu'on peut faire et qui vient, entre guillemets, d'en bas. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Oui, ça vient de vous, quoi. Enfin, c'est ça, des premières concernées, quoi. Voilà, parce qu'on est un peu à la fin de la chaîne du livre. Okay. Il faut se dire, dans la chaîne du livre, il y a les distributeurs, les éditeurs, les libraires, les auteurs et les autrices. Et en fait, sans nous, il n'y a pas de livre. Mais on est vraiment à la fin. On est aussi souvent les personnes les moins bien rémunérées. Et je pense aussi que ce Girl Code, il montre que c'est un peu stupide de le répéter, mais que vraiment, sans autrices et auteurs de BD, il n'y a pas de livre. Et donc, il faut mieux les mettre en avant. Et qu'en fait, notre profession, elle est aussi assez précaire par rapport aux autres métiers de la chaîne du livre. Et qu'il faut... Ouais, c'est aussi une manière de renverser la balance, de lutter pour que notre profession soit plus viable. Et en ce moment, il y a aussi tout le débat pour le droit au chômage, pour le revenu d'artiste. Et un peu cette lutte pour que notre profession soit plus viable. C'est vrai. Et ce que tu dis, c'est valable dans le milieu de la BD, mais c'est aussi valable dans le milieu du livre plus largement. C'est vrai qu'au niveau de qui a du poids pour influencer les politiques, par exemple, c'est vrai que les maisons d'édition, et notamment les grosses maisons d'édition, en tout cas sur le livre classique, qui appartiennent plus ou moins à des personnes infernales, ont plus de poids que certaines auteurices. Donc effectivement, c'est vrai. Mais ce qui est fou, c'est que vous avez réussi à être solidaires entre autrices de BD. Je pense aussi parce que c'est pas un sentiment qui est nouveau d'être pas respectée dans cette profession, et notamment en tant que femme. Et comme je l'ai mentionné, déjà, il y a eu un mouvement après ce qui a été le fait qu'il n'y ait pas de femmes dans la sélection en 2016.
qui étaient les autrices de BD contre le sexisme. Et donc, il y avait déjà un peu un noyau d'autrices qui avaient aussi une pratique militante pour stopper le sexisme dans la bande dessinée et pour réaffirmer les droits dans leur carrière. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense que par rapport aussi à d'autres industries, c'est que, comme j'ai dit, les autrices de BD sont pour la plupart assez précaires. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait aussi un peu cette idée de toute façon, on n'a rien à perdre. Ouais, je vois. Et c'est cool aussi dans ce que tu dis parce qu'on sent que, tu sais, souvent on nous parle de génération. Et j'ai l'impression, dans ce que tu dis, mais aussi dans les fémages, les autrices qui t'inspirent, etc., qu'on n'est pas dans cette idée de génération, mais plutôt justement d'intergénération. Donc, quand tu dis qu'il y a eu une première vague en 2016 et qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a une sorte de continuité avec du coup des écarts d'âge entre les différentes autrices. Et c'est aussi ça qui a fait, ce côté intergénérationnel, qui a fait que vous avez réussi à faire advenir cette révolution. Oui, et je pense que peut-être aussi parce qu'on n'est pas si nombreuses que ça finalement. Par exemple, dans ce groupe WhatsApp qui réunissait vraiment beaucoup d'autrices de BD, tout style, toute âge, toute maison d'édition confondue, on est environ 300. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme. Et la BD, ça reste un art qui va pas... Un petit milieu, quoi. Voilà, ça reste un petit milieu. Il y a de plus en plus d'autrices, d'auteurs, de plus en plus de livres qui sortent. Mais ça reste quand même relativement petit par rapport à d'autres industries comme la littérature ou le cinéma. Ok. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Déconstruire les hommes. Non, mais littéralement, les mettre en pièces. Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Dans un texte halluciné et très énervé, Valérie Solanas étale en 13 pages son envie de dépecer ce qu'elle nomme le sexe masculin. C'est le Society to Cut Up Men Manifesto, le Scum Manifesto, écrit en 1967. Scum détruira tous les objets inutiles et nocifs, tels que les voitures, les vitrines, le grand art, etc. Ensuite, Scum s'emparera des antennes de la radio et de la télévision et s'empressera de soulager de leur besogne tous les employés qui s'opposeraient à l'entrée de Scum dans les studios. Scum exterminera tous les hommes qui ne feront pas partie de l'auxiliaire masculin de Scum. Font partie de l'auxiliaire masculin les hommes qui s'emploient méthodiquement à leur propre élimination. Pour aider les hommes dans cette tâche, Scum organisera des sessions merdiques, au cours desquelles chaque homme présent fera un discours commençant par la phrase « Je suis une merde minable et abjecte », à la suite de quoi il fera une longue liste de différents aspects de sa merdicité. En récompense, il pourra fraterniser 1 heure entière avec les membres de Scum à la fin de la session. Pour sauver leur morne cul, les hommes doivent aussi éviter de faire le mal. C'était le Scum Manifesto, lu par Véronique Mauduit et mis en musique avec la langue. Alors on arrive à cette partie 2, déconstruire les hommes, littéralement. Je sais qu'au début, les haters d'Elsa s'appelaient les Scums. Et puis t'es revenu dessus en les appelant les haters. Alors en quoi ce brûlot de Valérie Solanas a pu t'inspirer, peut-être dans son énergie, et en quoi t'as pris tes distances? On est sur un texte de la fin des années 60, pour le coup très binaire, qui précède tout juste le début des Gender Studies. Merci beaucoup Camille pour ce remix du Scum Manifesto qui est juste incroyable. Et ça fait toujours plaisir de le réentendre parce que même si c'est un texte qu'on peut considérer qui a pris un peu d'âge, comme tu l'as mentionné, par sa vision très essentialisante du genre, ça reste quand même un texte super jouissif où ça fait du bien de le réentendre de temps en temps. Et oui, donc au début, la bande dessinée s'appelait Elsa and the Scums, parce que je pense que ce texte, je l'ai lu quand j'étais assez jeune, autour de 16-17 ans. Et ça a vraiment été génial de lire, très jouissif. Je me suis vraiment réclamée de ce texte. Enfin, à part ce texte, je ne vois pas trop d'autres œuvres culturelles qui dit à ce point... faut se débarrasser des hommes, toutes ces sombres merdes, quoi. Donc, c'est sûr que c'était assez ouf. Et j'ai vraiment aimé aussi la radicalité de ce texte. Et
Après, je me suis rendu compte, maintenant, elles sont un peu passées à autre chose, mais les TERF se sont aussi pas mal intéressées à ce texte et je voulais, bien sûr, prendre mes distances avec elles. Je voulais pas du tout être confondue ou avoir quelques liens avec ces horribles personnes. Et c'est aussi pour ça que j'ai changé le titre pour appeler Elsa and the Haters. Donc pour parler un peu de ce qui se passe dans la saga, il y a le personnage de Garbo et son laboratoire souterrain qui est assez important. On comprend que les Haters ont fabriqué une machine qui permet de pénétrer physiquement dans le cerveau de leurs recrues, des hommes 6-7 capturés et drogués, en s'introduisant par leur orifice auditif pour y greffer chirurgicalement des idées woke, afin qu'ils deviennent des relais actifs de la révolution. Au casting de ces opérations sans consentement, des flics, une star de la littérature française blanche et réac nommée Moulbec, et des gentrificateurs aussi stupides qu'ils se croient cool. Et ça m'a fait penser à plusieurs choses. D'abord, l'idée de manipulation mentale, c'est vraiment une arme de tous les coachs en séduction masculiniste qui sont légion sur Internet, avec un concept phare qui est celui du gaslighting. Une technique qui consiste à faire croire aux femmes qu'elles sont folles pour en prendre le contrôle. Mais contrairement à cette technique purement psychique, toi, tu décides de rendre bien visible le caractère dégueulasse de cette manipulation, avec un dessin tout en giclure de sang, de pustules et de pus. On sent que c'est un plaisir de dessiner les mecs immondes se faire traiter de la sorte. Avec leurs gros nez, leurs ongles incarnés. J'aimerais bien que tu me parles justement du dessin, quoi. Et de ce plaisir-là qu'on sent. Oui, c'est vrai, je m'amuse beaucoup à dessiner les hommes de manière dégueulasse, notamment ce personnage de Moulbec. Parce qu'aussi, c'est une manière de leur dire, mais arrêtez, enfin, les hommes passent leur temps à parler du corps des femmes. Et eux, par contre, ils n'ont aucun corps. Enfin, on dirait qu'ils se voient jamais. Enfin bon, maintenant, il y a tout ce mouvement qui est un peu plus nouveau, des mecs qui prennent des alphas, là, des masculins, qui prennent hyper soin d'eux, etc., qui vont à la gym. Mais sinon aussi, dans les hommes des générations précédentes, on a l'impression qu'ils se voient jamais, qu'ils n'ont pas de corps. Et par contre, ils vont toujours faire des commentaires sur les corps des femmes, sur leur âge. Et je voulais un peu renverser la balance et de dire, en fait, vous avez un corps. Et votre corps, pour la plupart, je le trouve dégoûtant. Ouais, c'est vrai que tu nous as fait un Moulbec vraiment tout en mauve, en coulure. Mais oui, eux, ils vont, je sais pas, ils vont... Ouais, ils décrivent toujours le corps des femmes aussi de manière horrible. Et le corps des femmes parfaites, tel que la société nous le montre, ce serait des enfants avec des formes. Enfin, c'est vraiment dégueulasse la manière dont ils parlent du corps des femmes. Et donc, c'était juste une manière de leur mettre un miroir en face d'eux. Et du coup, raconte-moi un peu dans quel état t'es quand tu les dessines. À quoi tu penses? Comment est-ce que ton esprit forme ces corps? Je m'inspire beaucoup de la vie réelle. Hein. Ok. Je regarde un peu des photos de mes victimes ou patients, entre guillemets. Ouais. Et voilà, et après, je pense que j'exagère à peine. Avec ce laboratoire, on pense aussi à Frankenstein, le monstre créé de toutes pièces par le docteur du même nom, à partir de bouts de cadavres rapiécés ensemble. Du coup, je me suis renseignée sur cette histoire que je connaissais comme tout le monde par la culture pop, mais dont je ne connaissais pas l'origine. Je ne sais pas si tu connais l'origine de Frankenstein, dans quel contexte cette histoire a été inventée. En fait, l'histoire de Frankenstein, elle a été écrite en 1816 par une femme, Mary Shelley, une Anglaise de 19 ans, argentée et bisexuelle, en exil à Genève avec sa bande de potes, des jeunes gens aux mœurs libres et à l'esprit romantique, dont Lord Byron, coincés sous une météo pluvieuse. Il y a une lecture de l'œuvre qui consiste à penser que dans le contexte post-révolution française, dans un moment 1816 de restauration monarchique, Mary Shelley essaye peut-être de se poser la question de comment réengendrer un homme nouveau. Et je me suis demandé si tu faisais pas carrément une ref à Frankenstein et un pied de nez à cette idée d'homme déconstruit. Alors, j'ai pas lu Frankenstein, mais c'est sûr que surtout la figure du monstre, on va dire, m'intéresse. Ok. Parce que je trouve...
en fait, que c'est monstrueux aussi les rapports hommes-femmes dans notre société et ce que le patriarcat nous fait subir. Et que c'était aussi une manière de le mettre directement en image. Mais après, j'intellectualise pas tellement mes bandes dessinées. Et c'est plutôt une idée qui m'est venue de ces monstres un peu dégueux aussi. Je pense que j'ai des références très pop culture de ma jeunesse, style Godzilla ou de grands monstres qui va venir tout détruire. Ou, comme j'ai déjà cité, je pense aussi à King Kong Theory, qui a aussi, dans le livre de Virginie Despentes, dans lequel elle a aussi imaginé ce type de monstre. Et que du coup, je pense que c'est un peu ces monstres, enfin ces morceaux de quand elle joue un peu avec les hommes dans le labo, où ça finit par avoir le torse sur le pied, sur la tête, sur le sexe. C'était aussi une manière de montrer la monstruosité du patriarcat et peut-être aussi la monstruosité de notre colère à nous, les haters. Et aussi, par-dessus tout, de faire de l'humour là-dessus. Et aussi d'en rire parce que sinon, c'est trop triste. Le plus drôle, c'est qu'elles n'arrivent jamais à s'empêcher de buter les hommes avant d'avoir pu réellement utiliser leur machine. Oui, c'est ça. Et parce qu'en fait, je pense qu'aussi, l'histoire de cette BD, c'était... Finalement, je m'intéresse pas tellement à la psychologie de tous ces connards. Enfin, même dans le monde réel, j'ai pas vraiment envie de savoir pourquoi Trump est comme ci, pourquoi Musk est comme ci, Macron, enfin, tous les connards de ce monde. J'ai pas envie de leur donner tellement d'intérêt. J'ai juste envie qu'ils disparaissent. Et de voir ce qu'on peut faire après aussi. C'est aussi... Là, donc c'est une bande dessinée qui va se déployer sur plusieurs tomes. Et au début de la bande dessinée, il y avait cette idée vraiment juste d'ouvrir les imaginaires vers de la violence féminine et féministe contre l'oppression patriarcale. Mais dans les autres tomes, je vais essayer d'aller plus loin et de voir qu'est-ce qu'on fait après qu'on les a butés, ou c'est quoi les obstacles qu'on va avoir dans cette lutte révolutionnaire. Et pour imaginer ça, tu imagines avec d'autres récits que tu lis, ou est-ce qu'il y a des penseuses particulières qui t'accompagnent parce que c'est un peu toujours le plus difficile quelque part, c'est d'imaginer qu'est-ce qui pourrait être à la place de ce monde. Oui, je lis pas mal d'autrices de science-fiction. Une de mes plus grandes références, c'est Octavia Butler, qui, dans sa trilogie sur les aliens qui s'ouvre avec le livre Aube, va justement imaginer une société en dehors aussi de la binarité, puisque les aliens ne vont pas avoir de sexe et vont avoir besoin d'être 3 pour se reproduire, et d'inclure aussi un humain dans leur processus de reproduction. Donc c'était aussi... Ces idées-là m'intéressent bien sûr. J'ai aussi lu les livres de Wendy Delorme que tu as interviewé, qui imagine aussi le moment de la révolution et aussi ce qui va se passer direct après, notamment dans le Parlement de l'eau, le plus récent, où viendra le temps du feu. C'est ce que je suis en train de faire, donc du coup dans le dernier tome de la BD, d'imaginer ce qui pourrait se passer après. Et dans pas mal de récits queer que j'ai lu récemment, mais aussi il y a plus longtemps, notamment Les guerrières de Monique Wittig, ça a été au début une énorme référence. Et il y a souvent cet épilogue de retour à la nature, retour à la campagne, et retour un peu à un ordre plus primaire, comme s'il y avait en fait déjà un retour à une espèce d'origine. Et là, dans le dernier tome, j'aimerais bien essayer d'inventer autre chose, et d'inventer aussi ce que j'ai l'impression qui est toute la lutte de l'extrême gauche. C'est comment aussi on peut inventer une utopie, mais ensemble, pas en étant un petit groupe qui se déplace dans un endroit paradisiaque près des cascades, mais comment, par exemple, on peut vivre ensemble après une révolution en ville, ou vraiment de continuer à avoir ce collectif, mais ce collectif qui ne serait pas juste les haters et une poignée d'élus. C'est des fois un peu la critique que je peux faire à des récits post-apocalyptiques, mais vraiment d'avoir... faire société, de faire société, et d'avoir vraiment cette utopie d'une société, d'un collectif hyper large qui serait dénué de toute forme d'oppression. Et tu vois des autoristes de BD qui ont pu réfléchir à ce genre de choses? Je pense que par exemple l'autofiction ou les récits autobiographiques sont aussi importants là-dedans, parce qu'aussi c'est faire
exister toutes les personnes qui n'appartiennent pas à la norme et qui justement sont les personnes opprimées qui n'ont pas forcément la voix au chapitre. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, donc avec le projet que je mène aussi avec Lucille, Fanatic Female Frustration, de mettre ces voix-là en avant, parce que s'il faut faire collectif, il faut s'assurer d'englober tout le monde dans le collectif. Et il y a des autrices de BD pour ça qui ont été hyper importantes pour moi et qui sont aujourd'hui encore assez méconnues. Et je pense par exemple à Jennifer Camper, qui a aussi créé l'anthologie Juicy Mother dans les années 2000, où elle a réuni des auteurs et des autrices de BD gays et lesbiennes. Et aussi, une qui est très importante pour moi, c'était Mary Wings, à qui on attribue le premier fanzine lesbien. Et je suis un peu fascinée par ces autrices de BD, surtout dans les années 70. Donc, Coming Out Comics de Mary Wings, il est paru en 1973. Et qui ont eu le courage, la force de mettre leur récit sur la table, alors qu'elles n'avaient pas de modèle et qu'il n'y avait personne avant elles qui l'ont fait, et d'imprimer ces fanzines qui étaient aussi à d'énormes tirages. Coming Out Comics, je ne sais pas combien il était imprimé, mais dans la foulée, il y a Roberta Gregory qui a fait Dynamite Damsel, et ça a été imprimé à plusieurs milliers d'exemplaires, et elle l'a fait toute seule. Et je trouve ça aussi hyper important, et c'est une histoire aussi que j'aimerais bien mettre en avant, et des voix que j'aimerais bien porter, parce que je pense qu'en remettant en avant et en rendant visible cette histoire des lesbiennes dans la bande dessinée, des femmes dans le milieu underground de la bande dessinée qui a toujours été majoritairement masculin, on peut aussi créer une histoire de la bande dessinée, des voix qui ont été plus opprimées, et en mettant ces voix en avant, on peut permettre de montrer, ouvrir les imaginaires. Et toute cette histoire, elle peut justement participer à imaginer la révolution et à imaginer ce qui pourrait aussi se passer après la révolution. Avec toutes ces personnes différentes mises aux marges, tous ces imaginaires de toutes ces personnes, on arrivera mieux à imaginer ce qui arrive après la révolution plutôt qu'avec une seule tête, quoi. Oui, après là, je me suis très concentrée du coup sur des personnalités femmes et queer, mais c'était juste un exemple de comment ramener la marge dans la norme pour mieux faire collectif. C'était Kill All the Men par Lizzie Young. Tu m'as dit pendant qu'on écoutait la chanson que tu avais envie de faire un big up
à certaines autrices de BD et à en parler et à proposer du coup aux auditeuristes d'aller regarder ces BD-là. Est-ce que tu veux du coup nous en parler ? Bah oui, bien sûr. Donc pour rebondir un peu sur cette idée d'imaginer de nouveaux futurs, j'ai tout de suite pensé au travail de Mireille, alias Nigel Panasco, qui est en train de travailler sur une BD. En fait, ces bandes dessinées sont créées autour de tout un univers qu'on trouve en premier lieu dans un fanzine qui a aussi été édité ensuite par les éditions Frankenstein en Italie. Okay. Et ce fanzine s'appelle L'an 2021. Okay. Et je vous invite à regarder les bandes dessinées de Mireille et tout ce qui se passe dans cet univers parce que c'est vraiment génial et c'est vraiment des images d'un futur aussi, donc avec plus dans l'afrofuturisme, avec que des personnes noires. Et c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est vraiment un futur qui à la fois est hyper effrayant mais aussi très érotique et qui donne très envie. Ok. Quelqu'un d'autre que tu as envie de nous recommander ? Bien sûr, ma comparse de toujours, Lucille Rouvouet. Et je vous invite vraiment à vous procurer les fanzines de Mamie Lulus. Le premier, c'est Un automne à Berlin. Le second, c'est Dans la tête de Mamie Lulus, où elle s'imagine en tant que grand-mère qui raconte à sa petite-fille ses conneries de jeunesse. C'est très, très drôle. Il y a aussi pas mal de misandrie. Et ça parle aussi, bien sûr, énormément d'amitié. Je m'appelle Bru et je suis une membre des Haters. Je m'appelle Lucille et je fais partie des Haters. Qu'est-ce que ça fait d'être un personnage de BD ? Je me sens honorée. Ça enrichit ma vie, c'est comme si j'avais une double vie. Il y a une certaine force à voir que nos liens d'amitié, ils inspirent. C'est comme avoir un double en marionnette, tu vois. Du coup, c'est très libérateur, en fait, elle peut en faire ce qu'elle veut, quoi. Et je trouve que, je sais pas, ça fait rêver. Moi, j'apparais à partir du 2, je crois, si je me souviens bien. Un peu en personnage de l'ombre. On me voit pas trop, mais je gère des choses depuis un grand fauteuil avec un petit chat de manière un peu machiavélique. À travers la fiction, c'est une théorie de se faire justice. Tu remarqueras qu'elle me fait toujours avec des énormes biceps sur tous les dessins. C'est dû à quoi ça ? Et je crois qu'elle me voit comme une espèce de Wonder Woman de l'escalade, c'est très flatteur, mais... Même si, comme dit, dans la vraie vie, moi je suis plutôt pacifique. Donc, dans la BD, tu passes à l'action. Voilà. Mais derrière l'ordinateur, je suis dans l'activisme... du hacking. Mon personnage est très déterminé, très pessimiste et à fond sur tout ce qui est solutions naturelles, titri, tu vois, et un peu maniaque des punaises de lit, tout ça. Du coup, mon personnage est plutôt introverti, romantique, très scorpion. Ça me fait rire d'avoir cette espèce de côté un peu big boss qui aime le pouvoir. Mais finalement, je pense que c'est assez proche de la réalité. Derrière son ordinateur, grande hackeuse, mais aussi c'est un peu la personne qu'on a besoin dans les moments de stress parce qu'elle va être terre à terre et elle va toujours trouver des solutions. Mais finalement, je suis pas une méchante, c'est ça qui est bien. T'es pas une méchante, mais quand même, tu lui dis démerde-toi un peu. Tu lui dis, il y a tout ça, fais ce que tu veux. Moi, je pense qu'il faut pas faire ça. Ouais, c'est ça, un peu directive. Je suis la personne solution, qui trouve des solutions. Donc, je vais arriver avec une voiture pour conduire d'un point A à un point B en pleine course-poursuite. Elle m'a fait un peu cunty, quoi. Je fais un peu peur, mais j'ai un bon fond, je crois, dans son histoire. Of course. Où je vais trouver des contacts dans mon ordinateur pour hacker d'autres personnes et suivre les voitures de police. Donc voilà, je suis un peu ce genre de personnage. En même temps très romantique, mais ça je vous laisse découvrir dans les prochains épisodes. Ouh. Parce que toi du coup tu fais Mamie Lulus, ouais. Donc toi aussi tu te mets en scène en BD. Ouais. Donc il y a deux doubles de ouais. toi. Oui, c'est ça. Une version que tu... De plus en plus, c'est toi qui le multiverse. Oui, c'est ça, une version c'est toi qui contrôle la marionnette. Ouais. Et une version c'est quelqu'un d'autre complètement qui contrôle cette marionnette. Mais c'est ça. Mais c'est comme ce film là, tu sais, Everything Everywhere All at Once. Ouais. Avec toutes les différentes versions de ce personnage. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose avec lequel tu peux jouer quand tu écris de la fiction, c'est assez marrant quoi. Qu'est-ce que de voir toutes les trajectoires que tu pourrais prendre, que tu pourrais ne pas prendre aussi. Parfois c'est un peu aussi sadomaso quoi, tu te fais vider mes aventures ou au contraire, faut réussir à trouver le bon équilibre aussi pour pas que ça devienne complètement égomaniaque. Mais je pense qu'Elsa elle a très bien réussi ça. Alors c'est le moment pour moi de te remercier Elsa. Merci d'être venue inaugurer le palais. Et merci à Marty d'avoir prêté sa voix pour incarner les gentrificateurs du Liberty Café. Et maintenant, consultons la libraire. Puisque tu fais ton lancement là-bas, je suis partie dans la librairie du 18e arrondissement de Paris, La Régulière, leur demander de nous recommander 3 ouvrages sur le thème
amitié. Mais amitié, le verbe. Amitié, ER. Dans la bouche des enfers, les forces de l'ombre veulent gouverner la terre. Consultons la libraire, les livres des monstres nous guident vers la lumière. Salut Alice. Salut. T'es libraire à la librairie La Régulière. Oui. Dans le 18e. Oui. Rue Mira. Oui. Et tu nous as trouvé 3 ouvrages sur le thème amitié. Oui. J'ai choisi pour cette sélection 3 bandes dessinées qui, je trouve, sont très marquantes et qui parlent de la puissance de l'amitié dans la construction, le partage, la solidarité et aussi comment faire famille au sein de l'amitié. La première, c'est une BD qui s'appelle Sian de Lucia Biaggi aux éditions Ça et Là. Ça raconte, c'est un récit presque aux frontières de la science-fiction où différents personnages de couleurs de peau différentes, parce que c'est un monde où on a des couleurs de peau qui vont du cyan au magenta en passant par différentes couleurs, évidemment avec un phénomène de classe sociale selon ces couleurs de peau. Bref, c'est un groupe d'amis de classes sociales différentes, de couleurs de peau différentes qui se retrouvent à l'âge adulte. On va comprendre qu'il s'est passé un traumatisme au sein de leur adolescence et on va reconstruire un peu l'histoire avec eux. Je trouve que c'est un beau récit qui parle un petit peu de comment l'amitié évolue dans le temps et notamment quand on passe de l'enfance à l'âge adulte. Ok. Ça, c'est pour la première. C'est édité chez qui ? Ça et Là. Ok. Ensuite, il y a La Harde de Marie Spoll, une BD qui a été publiée par les éditeurs suisses Atrabile. Une BD que j'adore vraiment beaucoup, une BD que j'aime vraiment beaucoup. C'est plusieurs personnages, on est dans un monde de mutants, tout le monde a muté avec des animaux, des objets, des bestioles. Et en gros, c'est une colocation de 3 personnages qui vivent chacun à leur manière en marge de la société, avec une souffrance qui leur appartienne, mais ils trouvent dans leur colocation une force et dans le lien qui les anime, le lien entre eux, quelque chose qui vraiment leur permet d'exister dans le monde. Et en fait, l'histoire se situe au moment où ils font la rencontre d'un petit garçon qui est un de leurs voisins, qui vit seul dans son appartement. Ils vont se demander pourquoi ce garçon vit seul sans ses parents. Et à partir de là, il y a un lien entre la famille et l'amitié qui va se tisser. Et je trouve que c'est vraiment très touchant. Un très beau livre. Ok. Et le dernier, c'est un roman graphique ado-adulte de Tilly Walden, qui est une autrice que j'adore, une autrice américaine qui ne fait que des récits lesbiens autour de l'amitié et de l'amour et beaucoup de l'adolescence. Elle a commencé avec un livre qui était une autobiographie sur son adolescence dans le monde du patinage artistique. Là, j'ai choisi Dans un rayon de soleil, qui est un ouvrage assez massif, où elle s'empare à nouveau du genre de la science-fiction. En fait, c'est 3 livres un peu de l'ordre de la science-fiction, c'est marrant. Et c'est 3 livres qui sont aussi bien assez épais. massifs, il y a beaucoup de contenu. On va prendre le temps de lire tout ça. Mais incroyable. Alors, dans un rayon de soleil, notre personnage principal, c'est une jeune femme qui a grandi dans un orphelinat et qui était très amoureuse d'une de ses amies quand elle était enfant. À l'âge adulte, elle l'a perdue de vue. Entre-temps, la planète Terre a disparu, tout le monde vit sur des vaisseaux spatiaux et elle est très seule et elle va partir à la recherche de son amour d'enfance. Pour ce faire, elle s'accompagne de toute une sororité de femmes qui vivent avec elle sur un de ces vaisseaux spatiaux qui vont embrasser cette enquête avec elle. Et donc, elles vont littéralement traverser l'univers pour retrouver son amour d'enfance accompagnée de ses amis. Waouh, trop bien. Très beau récit pour les ados, en l'occurrence. Ok. Vraiment. Est-ce que tu veux bien me refaire un sum-up des 3 ? Ouais. Un petit récap. Petit récap. Sian de Lucia Biaggi sur les différences, comment elles nourrissent l'amitié et comment l'amitié évolue au fil de notre vie.
la harde, comment on peut faire famille au sein de l'amitié et grandir dans cet espace. Et enfin, dans un rayon de soleil, la force de l'amitié pour retrouver l'amour et arriver à être heureux. Waouh, merci beaucoup Alice. Avec la langue